Bonjour à tous, pour traiter de ce sujet aujourd'hui, le syndicalisme, milieu par lequel je suis passé il y a maintenant une vingtaine d'années, je me suis basé sur, premièrement, mon expérience personnelle en tant que syndicaliste à Force ouvrière pendant 3 ans, de 2004 à 2007, dont 2 ans en tant que délégué syndical d'une entreprise de près de 200 salariés. Je me suis basé deuxièmement sur des témoignages de proches qui ont travaillé dans un syndicat. Je me suis servi de leur vécu, de leur expérience. Et puis, troisièmement, sur mes recherches internet au sujet des syndicats et des responsables syndicaux. Avant de faire un petit historique des principales structures en France, voyons les liens étroits entre partis politiques et syndicats, particulièrement les partis de gauche qui incarnent l'anti-France. Il y a toujours eu une politisation du syndicalisme, politisation que, personnellement, je désapprouvais déjà à l'époque de mon engagement dans les années 2000, et cela se traduisait concrètement par des désaccords idéologiques sur le terrain avec des formateurs, des formatrices, des intervenants liés et même envoyés par le Parti socialiste. Des désaccords portant par exemple sur leur idéologie, leur propagande, parité homme-femme, le féminisme, le laïcisme, l'immigrationnisme, tout ce qui relève en fait de l'idéologie dominante antinationale et qui fait le gauchisme politique. Il faut savoir que je ne suis resté que 3 ans à Force ouvrière parce qu'il y a eu en 2007 une coalition, une entente, une sorte de cabale, il faut dire le mot, entre le chef de l'Union départementale du Var et mon ancien directeur dans le but de placer un autre délégué syndical que moi, vu que mes interventions en réunion du comité d'entreprise déplaisaient fortement au directeur de l'URSSAF, qui a donc obtenu ce qu'il voulait à l'époque. Mais pas quelques années plus tard, puisque j'ai eu gain de cause au prud'homme lorsque j'ai gagné face à mon ancien employeur suite à mon licenciement abusif. Les syndicats sont généralement liés à des partis politiques, particulièrement et historiquement au Parti socialiste et au Parti communiste. Parti socialiste qui est la succursale du Grand Orient de France, à l'instar de Renaissance, ex-République en marche, dont les membres sont issus majoritairement du PS. Socialisme qui est un mosaïsme pour le juif sioniste allemand Moses Hess, alors que pour Alfred Nossig, cet autre militant de la cause sioniste, le socialisme est l'expression sociale du mosaïsme. Quant au juif franc-maçon du PS et ancien ministre de l'Éducation nationale Vincent Peillon, il ne fait pas de différence entre socialisme et judaïsme, l'un étant pour lui l'accomplissement de l'autre. La République socialiste et démocratique est étroitement liée à la franc-maçonnerie et à la synagogue. Pour rappel, les juifs de la synagogue prient pour cette République française le samedi matin. Voilà donc la boucle bouclée. Concernant le Parti communiste français, son idéologie, le communisme, vient tout droit des Karl Marx, Friedrich Engels, Ferdinand Lassalle, Karl Kautsky, Edward Bernstein, donc tous des membres d'une même communauté aux valeurs inversées. Et au financement du bolchevisme, nous trouvons Jacob Schiff, agent important du cartel bancaire Rothschild et dont le père fut le courtier des Rothschild. Et d'après Anthony Cyril Sutton, on trouvait aussi au financement du bolchevisme le Suédois d'ascendance juive Olof Ashberg. Le bolchevisme fut la réalisation concrète des protocoles, ni plus ni moins. Sur le plan spirituel, on était dans l'athéisme antichrétien. Sur le plan temporel, l'hégémonie d'une finance apatride. Ce fut une vraie dictature contre la civilisation chrétienne qui a été faite par une majorité de juifs, tant chez les bolcheviks que chez les mencheviks. Et cela va au-delà de Kerensky, Lénine ou Trotsky. Ne pas relier ces idéologies, socialisme et communisme, à la synagogue, c'est ne pas les avoir comprises dans leur substance spirituelle et religieuse. Par ailleurs, l'ancienne chef du Parti communiste français et militante féministe d'origine juive polonaise, Marie-Georges Buffet, s'était adressée au CRIF sur la question israélo-palestinienne et elle avait affirmé que le Parti communiste a toujours été aux côtés des juifs.
Parti communiste dont les deux porte-paroles actuels sont l'inverti d'ascendance juive Jan Brossa et la sénatrice d'ascendance juive, elle aussi, Cécile Cukierman. Parti communiste autrefois dirigé dans les années 90 par le sénateur-maire Robert Hue, qui opéra alors une bascule idéologique dans ce parti et qui passa à plusieurs reprises un grand oral au Grand Orient de France en tenue blanche. Robert Hue était-il un frère invisible de la République? C'est fort possible. Le socialisme comme le communisme, on sait d'où ils viennent maintenant et d'ailleurs on va retrouver ces deux tendances à la CGT et à Force ouvrière. Les uns plutôt communistes léninistes, les autres avec une frange trotskiste, dont Marc Blondel, trotskiste du Grand Orient de France. Pour rappel, Trotsky, Leba Bronstein, était l'agent révolutionnaire du financier israélite Jacob Schiff, directeur de la Kubler Co, donc cette banque d'affaires qui est en fait l'ancêtre de la Goldman Sachs. Pendant longtemps, la CGT comme le Parti communiste français ont été pilotés depuis l'étranger, depuis Moscou, par l'URSS. Cette CGT est le syndicat le plus important en France en nombre d'adhérents, officiellement plus de 600 000. Et c'est aussi le plus ancien syndicat. La Confédération Générale du Travail existe depuis la fin du 19e siècle. Dans les années 80, pendant 10 ans, de 82 à 92, c'était le juif polonais Henri Krasucki, membre du Parti communiste français, qui fut le secrétaire général de la CGT. Enoch Krasucki, c'est son vrai prénom, Enoch, était un ancien déporté d'Auschwitz et il en a parlé sur les plateaux télévisés en 1995 devant le journaliste Bruno Mazur, aux côtés de sa co-religionnaire, l'avorteuse Simone Veil. Et étrangement, alors qu'on ne comprenait pas grand-chose à ce qu'il racontait, Henri Krasucki bénéficia d'une certaine clémence, de la bienveillance de la presse alignée. Actuellement, nous avons à la tête de la CGT Philippe Martinez, qui lui est bien moins comique que Krasucki. Secrétaire général du syndicat depuis 2015, Martinez est issu de la CGT Métallurgie. Il est aussi issu politiquement du Parti communiste français, qui ne représente quasiment rien en nombre de voix aujourd'hui, mais il représente en tout cas l'opposition. Une opposition contrôlée forcément, opposition qui est étiquetée de gauche. Cette opposition-là semble étrangement validée par le système, qui la considère acceptable, respectable, certainement parce qu'elle est encadrée et sous contrôle de la République. Martinez est bien sûr un immigrationniste, il est pour l'accueil de tous les migrants sur notre argent, l'argent du contribuable. C'est selon lui notre devoir de tous les accueillir. Et sans surprise, il a appelé à voter Macron au second tour de l'élection présidentielle face à Marine Le Pen. C'est le même Martinez qui manifeste ensuite contre Emmanuel Macron. Laurent Berger de la CFDT est lui aussi opposé au Rassemblement national. Il a succédé à François Chérec. Alors la CFDT, syndicat qui penche plutôt à droite, voire au centre, qui provient de la CFTC, syndicat minoritaire de travailleurs dits chrétiens. François Chérec, dont je viens de vous parler à l'instant, il s'agissait d'un corrompu assez méprisable qui signait volontiers des accords avec le patronat et le gouvernement et qui présidait le think tank gauchiste, immigrationniste, féministe, pseudo-écologiste, prétendument progressiste et mondialiste, Terra Nova. Bonjour la résistance au système. Avant Chérec à la CFDT, il y eut Nicole Notat, qui participa au dîner du siècle, dont elle fut même la présidente de janvier 2011 à décembre 2013, donc quasiment 3 ans. C'est une des preuves, parmi tant d'autres, que ces gens-là mangent à la même table, c'est le cas de le dire. Ces dîners du siècle se déroulent une fois par mois à l'Automobile Club de France, place de la Concorde à Paris, là où fut guillotiné le regretté roi Louis XVI. Vous aurez plus d'informations sur le dîner du siècle dans mon livre « Le complot contre Dieu ». Force ouvrière, maintenant, est né en 1947 d'une scission avec la CGT. Il fut soutenu à une certaine époque,
à ses débuts par la CIA, en l'occurrence via le syndicaliste américain Irving Brown, pour contrebalancer le communisme de la CGT. Son but, à Brown, était de décommuniser le syndicalisme en France et en Italie au sortir de la Seconde Guerre mondiale. CGT communiste, FO infiltré par des trotskistes, FO en opposition au communisme de la CGT, nous avons là la confirmation d'un caractère politique très clair, très affirmé dans ces deux syndicats. À titre d'exemple, l'ancienne candidate à l'élection présidentielle, qui avait l'étiquette d'extrême gauche, Arlette Laguillet, a été exclue de la CGT et elle est devenue déléguée syndicale à Force ouvrière. À FO, il y avait autrefois André Bergeron à la tête de ce syndicat de 1963 à 1989. C'était un membre du Parti socialiste. Bergeron auquel Marc Blondel a succédé. Blondel, lui aussi du Parti socialiste, qui était affilié au Grand Orient de France. Puis il y eut Jean-Claude Mailly, qui a été permanent du syndicat dès 1981. Il fut le secrétaire de FO de 2004 à 2018. Membre du PS, laïciste de gauche, proche dans le Nord de Martine Aubry et de François Rebsamen. Mailly et FO furent en fait l'antenne syndicale du Parti socialiste. C'est comme ça qu'il faut le voir. Et ce qui vaut pour Mailly vaut aussi pour Blondel et Bergeron. À Force ouvrière, Pascal Pavageau a succédé à Mailly en 2018. Sa devise, c'est « ni Dieu ni maître ». Je ferai remarquer qu'une loge maçonnique du Grand Orient de France se nomme ainsi, Valls y était affilié. Et les communistes se revendiquent également de ce slogan. Alors qu'on ne lui a rien demandé, Pavageau a dit un jour « Je suis indépendant, je ne suis pas franc-maçon ». Ce qui signifie implicitement que dans ces milieux, il y en a. Et certainement pas à la base, mais plutôt à la tête. Les trotskistes lambertistes forment, quant à eux, une sorte de lobby au sein de Force ouvrière. FO syndicat que j'ai donc connu personnellement. Tout comme pour la CGT, au niveau de la base, des délégués syndicaux, des simples militants, il faut prendre cas par cas. Vous trouverez des honnêtes gens, et j'en ai rencontré beaucoup, qui essaient de défendre les droits des salariés comme ils peuvent. De même qu'il y a aussi des Judas qui jouent double jeu avec les patrons pour mieux passer à la caisse. Ceci dit, généralement, le syndicat où l'on trouvera le plus de vaillants dans sa base militante pour défendre le prolétariat, c'est la CGT, et ça a toujours été la CGT. Pour ma part, à Force ouvrière, j'ai constaté 3 catégories de syndicalistes. La première catégorie, ce sont les copains qui sont là pour se retrouver, sortir de leur milieu professionnel et qui généralement se foutent un peu du combat militant. La deuxième catégorie, ce sont les syndicalistes convaincus et militants acharnés qui gravitaient par exemple à l'époque autour du Parti des travailleurs de Gluckstein. Et enfin la troisième catégorie, ce sont les vendus au patronat qui négocient entre guillemets pour passer à la gamelle. Et tout ceci cohabite assez étrangement dans les mêmes cortèges, les mêmes unions départementales, les structures nationales et locales étant financées par l'argent de l'État bien plus que par les cotisations des syndiqués. Et ça, c'est un point très important à prendre en considération et sur lequel je vais revenir. Toujours à propos de Force ouvrière, en octobre 2016, d'après des révélations du Canard enchaîné, 126 cadres de FO ont été fichés et qualifiés de bêtes, niais, mauvais, francs-maçons, etc. Bonjour l'ambiance, donc voilà leurs étiquettes. Et bien sûr, Pascal Pavageau s'en est logiquement indigné. Quant à Mailly, bien qu'il ne soit plus secrétaire général du syndicat, il est encore invité dans les médias mainstream, notamment il y a peu sur BFM TV, pendant les mouvements de grève contre la réforme des retraites. Les syndicats sont liés maçonniquement au système. Je rappelle le cas de Marc Blondel, qui fut le secrétaire général de Force ouvrière pendant longtemps, de 1989 à 2004. Blondel était issu du trotskisme, il a été membre du Parti socialiste et il fut surtout un initié franc-maçon du Grand Orient de France dans la loge République. Il a même été gentiment invité sur les plateaux télé de France 3 par Marc-Olivier Fogiel en 2004.
C'est vous dire s'il était du sérail. C'est à prendre en considération aussi, les dirigeants des syndicats, tout comme les permanents, vivent du syndicalisme. Ce sont des professionnels du syndicalisme. Déclencher des mouvements de grève justifie leur poste et leurs revenus. Dans les syndicats, vous avez des permanents qui siègent à des conseils d'administration et qui touchent régulièrement de l'argent non imposable pour simplement être présents à ces réunions. Et ce, en plus du salaire intégral qu'ils perçoivent en tant que syndicalistes détachés de leur ancienne entreprise. Les syndicats sont tellement liés au système qu'on les appelle désormais partenaires sociaux, ce qui est assez frappant comme terme. Ils sont les partenaires d'un système corrompu, pervers, dont les mesures sociétales vont régulièrement contre l'intérêt général depuis des décennies. Les syndicats sont aussi liés au système économiquement. Ils vivent des subventions de l'État, ils vivent sous perfusion de l'État. Toujours suivre l'argent, je rappelle. Où va l'argent public? Au MEDEF, certes, mais aussi aux syndicats. En 2021, par exemple, la CFDT a perçu 20,3 millions d'euros de subventions. La CGT, 19,7 millions d'euros. Force ouvrière, 16,1 millions d'euros. La CFE-CGC, donc les cadres très minoritaires, 13,6 millions d'euros. La CFTC, des travailleurs dits chrétiens, où il n'y a pas un catholique pratiquant, 12,2 millions. Au total, plus de 133 millions d'euros ont été versés, patronat et syndicats inclus, pour le dialogue social. Ah, ça vaut le coup de dialoguer, là. Les mêmes qui manifestent contre le gouvernement touchent des millions d'euros chaque année de l'État républicain. Et vous croyez qu'ils vont s'opposer à ce système? Vous pensez sincèrement qu'ils vont essayer de le renverser? Qu'ils vont attaquer un système qui les engraisse? Ben non. Ils s'indignent contre certaines mesures jusqu'à un certain point, attention de ne pas aller trop loin, sur des mesures, il est vrai, impopulaires du gouvernement, de la Macronie, en l'occurrence là, la retraite à 64 ans et l'allongement de la durée de cotisation. Mais le mal est beaucoup plus profond, on est d'accord. Donc ces subventions aux syndicats sont d'autant plus énormes et illégitimes qu'il y a seulement 10,3% de syndiqués en France et 8% dans le secteur privé. Nous sommes loin, très loin d'autres pays d'Europe où le taux de syndicalisation est bien plus élevé. Concernant les mouvements de grève, le 16 février 2023, il y a eu 1,3 million de manifestants dans les rues en France. Pour quel résultat ? 49.3, la réforme passe en force, c'était prévisible, pas la première fois. Retraite à 64 ans. En fait, ces élites qui sont aux ordres de puissance occulte, elles sont surtout hors sol, ces élites. Et ce n'est pas la rue encadrée par des syndicats corrompus à leur tête, ce n'est pas la rue qui changera quoi que ce soit. Rue, manifestants, syndicats que l'oligarchie considère comme des gueux, ce n'est pas ça qui va changer leur plan. On sent tout le mépris d'ailleurs de Macron lorsqu'il dit que la foule n'a pas de légitimité face au peuple qui s'exprime à travers ses élus. Il nous sort la carte démocratique, alors que lui-même n'est pas légitime non plus. C'est une minorité qui a voté pour lui. Donc les syndicats sont certes minoritaires, mais Macron aussi. Donc les deux sont dos à dos dans cette histoire. Lorsqu'on va un peu plus loin dans le raisonnement, ces mouvements de grève, à qui ils profitent? Qui en tire les ficelles? Qui en tire un bénéfice? Le gréviste de base, qui perd une partie de son salaire et qui généralement ne peut plus se le permettre, c'est à lui que ça profite. Et tout ça pourquoi au final? Pour quel résultat? Quelle efficacité syndicale? Aucune. Si on raisonne avec pragmatisme, la grève n'a aucune utilité de nos jours. Si ce n'est le désordre social sur le terrain, des blocages qui ennuient surtout les usagers, et il n'y a aucun bénéfice pour les travailleurs qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, ou alors très difficilement. Attention,
Établir ce constat ne signifie pas qu'on est du côté de la Macronie, que les choses soient claires. Cela signifie qu'il faudrait d'autres moyens d'action. À propos du mouvement des Gilets jaunes, les mouvements de grève encadrés par les syndicats sont différents des Gilets jaunes. Et ce, même si on trouvera des grévistes qui faisaient partie des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, c'était chaque samedi pour ne pas perdre sur son salaire. Là, c'est pendant la semaine. Les grévistes, ils laissent des plumes. Les revendications des Gilets jaunes n'étaient pas les mêmes, même s'il y a des similitudes. Elles étaient plus larges et elles ciblaient plus haut et plus profond. Elles ciblaient le cœur du système, l'état profond. Il ne s'agissait pas d'essayer de faire reculer le gouvernement sur une de ces mesures. Leurs actions étaient plus radicales. Par exemple, les barrages au péage qui attaquaient l'État au porte-monnaie et cela profitait donc aux automobilistes. La fin du mouvement des Gilets jaunes a été gauchisée, récupérée et c'est d'ailleurs ce qui a causé sa perte. Mais je trouve que les deux mouvements ne sont pas à mettre sur un pied d'égalité. Il y a l'idée selon laquelle le nombre fait pression sur le gouvernement et que ce nombre importe beaucoup, alors que non. Ce n'est pas parce que les mouvements de grève durent un mois ou deux et non une semaine que cela change quoi que ce soit. Qu'il y ait 500 000, 1 million de manifestants ou 1 500 000 manifestants, c'est pareil. De toute façon, les syndicats sont inoffensifs pour le système. En laissant faire ces grèves interminables qui ne servent à rien, le système donne l'illusion de la démocratie. En gros, on discute avec les partenaires sociaux, on fait croire qu'on est proche du peuple, à son écoute, qu'on concerte avec ses représentants. Pourquoi, au final, le même résultat? C'est gagnant-gagnant avec les représentants syndicaux qui, eux, justifient leur fonction. Des syndicalistes qui ne feraient jamais grève, il servira à quoi? Est-ce que vous vous êtes un jour posé cette question? Pour rappel, au sujet de la réforme des retraites à 64 ans, Larry Fink, le directeur de BlackRock, a été reçu à l'Élysée par 2 fois, en 2017 et en 2019, au sujet du plan de réforme des retraites qui provient de ce fonds d'investissement, BlackRock, qui est une des couvertures de l'empire bancaire Rothschild. Il y a plusieurs années, BlackRock a dressé la feuille de route à la Macronie pour ce plan de réforme. Et parce qu'il y a du monde dans la rue, le gouvernement va céder comme ça et faire marche arrière. Vous pensez vraiment que Larry Fink est venu à l'Élysée rencontrer Emmanuel Macron pour rien? Pour simplement boire l'apéro avec le duo Macron-Trogneux et juste discuter? Vous pensez que parce qu'il y a du monde dans la rue, cela va faire reculer les plans de BlackRock? Ben non. Il y a un projet à mettre en place et Macron et son entourage, la Macronie, ils sont là pour valider et mettre en application ce projet. Ils sont payés pour ça, sinon ils dégagent. Et toutes leurs affaires, leurs casseroles sortent sur eux dans les médias. Et c'est direction les tribunaux s'ils ne font pas ce qu'on leur dit de faire. Mais Macron le fait. Il accomplit sa mission à la lettre et même avec un certain zèle. Donc c'est le statu quo. Et en face, du côté de la contestation, et c'est un peu l'objet de mon propos aujourd'hui, vous l'avez compris comme moi, il n'y a rien à attendre de ces syndicats subventionnés par l'État, dont l'idéologie est douteuse à la racine et dont les revendications sont minimalistes et matérialistes. En fait, ils demandent des miettes et ils ne les obtiennent même pas. Donc stop à l'illusion de la démocratie, stop à cette fausse opposition qui a trop duré. Et pour rappel, le faux ennemi de mon ennemi n'est pas du tout mon ami, surtout lorsqu'il est lié économiquement, idéologiquement et maçonniquement à cet ennemi. Voilà, que Dieu vous garde in Christo et à très bientôt.